Salut à tous et merci d'être fidèles à notre rendez-vous débriefing F1 avec le grand retour du non moins grand Jean-Luc Roy à mes côtés. Salut On va Jean-Luc. essayer. Salut Patrick, bonjour à tous. Avec donc un Grand Prix de Monaco. Franchement, celui-là non plus, on ne s'est pas véritablement ennuyé. On a plein de choses à voir. Et si tu le veux bien, Jean-Luc, moi j'ai envie de partir de la fin pour aller plutôt vers le début. Pourquoi pas? Voilà, la Allons-y. fin. Pourquoi la fin? Tout simplement parce que, ouf, enfin, on pourrait presque dire, il a eu sa 44e victoire identique à son numéro sur sa voiture. Enfin, Lewis Hamilton met fin à une série de grands prix de disettes et de malheurs et de problèmes. Enfin, il est victorieux cette année. Donc quand même, franchement, ça se fête. Oui, de toute manière, je crois que là, c'était absolument vital pour lui. Ça l'était déjà lors du dernier Grand Prix à Barcelone, d'où l'accrochage sur lequel nous n'allons pas revenir, parce que c'est toujours difficile de donner les responsabilités. Moi, je sais qu'en direct, j'ai dit incident de course. Alors après, chacun On est aura son d'accord. analyse en disant c'est 60 pour l'un, 40 pour l'autre. Bon, c'est pas grave. Mercedes n'a pas pu trancher, la direction de course n'a pas pu trancher. On ne va pas s'amuser à trancher, nous non plus. Ça, c'est rangé. Maintenant, le problème demeurait pour Lewis Hamilton d'être capable d'interrompre la série victorieuse de Nico Rosberg en cours. Eh bien, il l'a fait. Et il l'a fait de belle manière avec on va dire, une stratégie audacieuse quand même qu'il fallait mener jusqu'au bout. Donc, je pense que tu vas m'interroger là-dessus Oui, probablement. mais bien sûr, parce que ce Grand Prix, on va aussi revenir sur ce départ sous voiture de sécurité. Fallait-il y rester autant? Fallait-il le faire? Non. Euh, Voilà. c'est la première fois Bah quand oui. même qu'un Grand Prix de Monaco se démarre sous régime de voiture de sécurité. Même en 1984, il était parti de lui-même. Alors, sincèrement, fallait-il partir? Pourquoi pas aujourd'hui? Oui, je dirais, parce que naturellement, on essaie de privilégier, et c'est normal, les conditions de sécurité pour les pilotes n'ayant pas roulé du tout dans des conditions humides sur cette piste qui n'en est pas une. Il faut le rappeler, ce sont les rues de Monaco. Donc la piste évolue, et là, puisqu'elle est rouverte à la circulation après le samedi, eh bien, il faut bien que les pilotes l'appréhendent à nouveau, surtout dans ces conditions. Donc 2 tours, oui, 7 tours, non. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, au bout de 3 tours, les pilotes ils commençaient à s'ennuient. râler, bah oui, en disant, bah attendez, quand c'est qu'on commence la course? C'est quand même du sport automobile, messieurs, faudrait pas l'oublier. Alors, on en revient à ce que tu disais, cette stratégie audacieuse ou pas d'ailleurs Oui. de Lewis Hamilton, audacieuse peut-être, et en tout cas qui est liée au fait que d'autres pilotes s'arrêtent pour mettre des pneus intermédiaires. À un moment donné, il a perdu un petit peu de temps, il choisit de rester. Ils sont deux à choisir de rester avec les pneus pluie plutôt que Oui. d'aller faire un tour avec les intermédiaires. Ce sont les deux pilotes qui vont nous animer ce Grand Prix, c'est lui et Daniel Ricciardo. On va bien sûr revenir sur le souci pour Ricciardo. Mais déjà, il y a j'oserais presque dire enfin aussi chez Mercedes, la volonté de ne pas mettre les œufs dans le même panier et de ne pas donner aux pilotes la même stratégie. C'est quand même pas mal parce que ça a presque été une surprise. Là, je vais revenir, si tu le permets, sur le début de course. Parce qu'effectivement, au début de course, donc avec les pneumatiques full wet, les pneumatiques bleus, on comprend que Daniel Ricciardo a un engin extrêmement performant et lui aussi, il y croit. Il creuse un écart très important, plus de 7 secondes sur les Mercedes, d'autant qu'on comprend immédiatement que Rosberg n'a pas le rythme. Il y a un problème à bord de la voiture, on apprend après que c'est les freins, semble-t-il, qui ne montent pas en température. On a certainement, effectivement, trop occulté, tu sais, l'entrée les ouïes d'aération. Et malheureusement, ces disques en carbone, ça fonctionne à des centaines de degrés, donc ça ne va pas du tout. L'équilibre de la voiture est mauvais. Et à un moment, d'ailleurs, il le dit après, Rosberg, on lui demande de laisser passer quelque part Hamilton. Hamilton étant le seul capable chez Mercedes d'aller chercher Ricciardo. Donc ça se passe comme ça. Donc si tu veux, à l'issue de ça et de la remontée d'Hamilton sur Ricciardo, eh bien les stratégies commencent à s'installer. Et Hamilton se rend compte que lui, avec ses pneumatiques full wet, eh bien il est capable de maintenir un rythme suffisamment important malgré l'assèchement de la piste. Et c'est ça qui est important. Oui, tout à fait. Et ça nous permet même de voir qu'à un moment donné, entre le full wet et celui qui est censé être intermédiaire, donc tenir un petit peu plus, les écarts ne sont pas énormes. Ça ne revient pas vraiment. Et on peut déplorer une chose quand même du côté de chez Pirelli, et je vais y revenir parce qu'on a les temps Sur les également autres réalisés. aussi. Il n'y a pas assez de différence malgré tout entre les pneus. On nous annonce des différences de l'ordre de 6 dixièmes, 8 dixièmes, une seconde, ça n'est pas vrai. Et de même que la longévité de ces pneumatiques, quand on regarde les références données par Pirelli eux-mêmes, eh bien en termes de performance, on est quand même très proche, en course, je dis bien, et en termes de longévité également. On arrive à faire des 30 tours avec des ultra soft. Alors il y a un vrai problème quelque part. Il y a un vrai problème. Alors on va surtout arriver là aussi où il y a un problème parce que cette victoire de Lewis Hamilton, elle est aussi bien sûr liée à son pilotage. Il a fait zéro erreur. Oui, il a fait un boulot remarquable. Boulot remarquable.
Soulignons et rappelons-nous qu'il a eu un chaud aux fesses en qualification avec les problèmes qu'il rencontre d'entrée au moment de ses lancers en Problème Q3. d'injection qui frappait d'ailleurs Rosberg qu'on avait retenu au stand parce qu'on l'avait décelé avant. Bon. Donc voilà, tout ça fait que il part que 3 à la limite, ce qui est pourtant pas si mal. Il nous fait un Grand Prix fabuleux, une stratégie aller au rythme avec lequel il était avec des pneus pluie alors que ça sèche, c'est déjà pas mal. Et arrive l'arrêt donc de Lewis Hamilton qui choisit les fameux ultra tendres. Et forcément, qu'est-ce qu'on décide chez Red Bull? C'est de modifier la stratégie pneu. Et là, c'est le couac. Bah oui, là le problème c'est que du côté de 32e tour. Voilà, du côté de Ricciardo, c'est-à-dire au même moment, eh bien là on passe pour des pneumatiques différents, on passe pour des super soft et donc on est passé par les intermédiaires d'abord au 22e tour, il faut le rappeler, alors que du côté de Hamilton, on a fait un seul arrêt. Chez Rosberg, on en a fait 2 également, au 20e tour les intermédiaires et ensuite au 31e les ultra tendres. Donc effectivement, on met les super soft et a priori ça fonctionne quasiment aussi bien. Mais le problème après, c'est de dépasser à Monaco quand le pilote qui est devant ne le veut pas. Oui. Et on voit bien d'ailleurs qu'au freinage de la chicane du port, et ben là, à un moment, Hamilton se loupe, il tire un petit peu tout droit sans totalement court-circuiter la chicane, mais bon, et à la sortie, il est pratiquement à l'arrêt. Donc, évidemment, Ricciardo essaie de le prendre à l'intérieur. Hamilton se rabat, ce qui est là aussi de bonne guerre, c'est pas un geste inconsidéré. Il y a la direction de course qui se penche sur le problème et puis on décide de ne pas sanctionner, ce qui est, je pense, bien. Parce qu'une sanction à l'encontre d'Hamilton eût été extrêmement sévère, à mon avis. C'est clair. Alors, ce qui se passe dans ce 32e tour, c'est que quand on voit les Mercedes s'arrêter avec autant de tours encore à jouer avec des ultras, on se dit chez Red Bull qu'on va jouer les super soft, donc une catégorie un peu plus dure, sauf qu'on avait prévu au départ d'arrêter Ricciardo pour des ultras aussi. Donc le temps d'aller chercher les bons pneus, bon, on aurait presque dû le laisser un tour de plus. Sachant que les tours de montée en température des ultra soft, ça a été chaud parce que c'est le cas de le dire. C'était quelque chose d'assez incroyable puisque Hamilton a perdu du temps par rapport à Ricciardo qui continue à rouler avec ses intermédiaires. C'est clair. Quand on voit comment il s'est limite à la sortie, un tour de plus, ça n'aurait pas été grave. Et Ricciardo pouvait conserver la tête de ce Grand Prix. On a vu quand même que lui, qui a toujours le sourire, même dans les circonstances parfois les plus compliquées pour lui, là, cette fois-ci, franchement, il faisait la gueule. C'est clair, parce que ça fait 2 Grands Prix dont il considère que c'est son équipe qui lui a fait perdre le Grand Prix également de Barcelone, puisqu'il y avait 2 stratégies, on le rappelle aussi, une stratégie à 2 arrêts qui était la stratégie gagnante, puisque c'était celle, évidemment, adoptée par Verstappen et par Raikkonen, une stratégie à 3 arrêts, celle de Vettel et la sienne, qui les a mis derrière. Donc il dit ça fait 2 Grands Prix dont on me prive. Et d'ailleurs l'équipe s'excuse. Christian Horner très officiellement dit nous présentons nos excuses à Daniel Ricciardo. C'est vrai que ça fait un petit peu désordre dans ce monde technologique. Et on dit que c'est le pinacle du sport automobile. Et c'est vrai, même s'il y avait les 500 miles d'Indianapolis le même jour. Mais bon, on se dit que voir une équipe comme ça, un pilote qui s'arrête et des mécaniciens qui cherchent désespérément des pneus, ça fait pas très sérieux. Voilà. Exactement. Alors, on va rester, si vous le voulez bien, en compagnie de cette équipe Red Bull. On vient de voir ce qui était arrivé à Ricciardo. On va évoquer avec Jean-Luc et ce qui est également passé avec Max Verstappen. On passe d'un Grand Prix à un autre et on passe du rêve au cauchemar pour le petit Max qui est en train d'apprendre ce qu'est le métier de pilote de Formule 1 de haut niveau, c'est-à-dire être constant et être aussi, ne pas se laisser emporter par la fougue dans les rues de Monaco. La formule qui convient, c'est le métier qui rentre. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Bon, c'est normal, il a 18 ans. En plus, avec cette victoire absolument incroyable, même pour lui, arrivé presque trop tôt, bon, il va falloir la digérer. Monaco, ça ne pardonne absolument rien. Il a 2 avertissements sans frais, on va dire, ou avec des légers frais. Bon, le premier, il vient lécher tout en haut de la montée de beau rivage à Massenet, qui est un virage très rapide, un peu de sous-virage, il se récupère, bon, pas de problème. Le deuxième, bing, la sanction en qualif, là c'est plus sérieux, où il détruit carrément la coque, puisqu'on change la coque, d'où le départ depuis les stands. Il fait une remontée, mais extraordinaire, parce que là, on a compris que c'est quand même un calibre, moi je le répète, de vainqueur de Grand Prix, c'est fait, mais probablement de champion du monde. Et là, il remonte comme une balle dans les points, quand même, en étant bon, avec les circonstances, je veux bien. Et puis là, évidemment, il en fait une, quoi. Il n'y a rien à dire. Et il fallait que ça arrive. Encore une fois, c'est le métier qui rentre. Il y en aura sûrement encore quelques petites autres. On ne quitte pas cette équipe Red Bull avec l'info du week-end après nous avoir fait
miroiter des divorces, des engueulades et tout ce que vous voulez, eh bien, il faut reconnaître que le moteur Renault, en tout cas la version qui a été apportée pour Ricciardo et pour Magnussen sur ce Grand Prix, manifestement, ça va bien. Avec un bon châssis RB12, ça fonctionne plus que bien. Et donc, les deux parties ont décidé de continuer ensemble. Tout ça pour ça. Aussi une petite expression, quand on a vu à quel point l'équipe Red Bull, et c'était trop, quoi, a critiqué le moteur Renault l'an dernier. Bon, cette année, effectivement, il a progressé. Bon, ils avaient des raisons de le critiquer, encore une fois. Peut-être pas de cette manière-là et peut-être pas de cette manière publique. Mais bon, on a passé l'éponge. Renault continue à être le fournisseur et c'est tant mieux pour au moins les 2 prochaines saisons, c'est-à-dire 2017 et 2018. Mais tant pour Red Bull que pour Toro Rosso. Bah là aussi, donc là aussi, voilà. Bah oui, là aussi, on a récupéré l'équipe Toro Rosso qui est motorisée par Ferrari actuellement. Tant mieux, il y a une belle logique et tant mieux pour Renault qui voit le travail. Et on salue tous les gars de Viry-Châtillon qui voient son travail récompensé. On avait pris 3 jetons. Alors ça aussi, cette histoire de jetons, moi, ça me fait plutôt rigoler qu'autre chose. Mais bon, c'est 3 jetons que Renault apparemment a consommé pour évoluer son moteur. Là aussi, quelle connerie, je le dis carrément, cette histoire de jetons. Si on laissait Renault et Honda travailler comme ils veulent et faire évoluer le moteur, eh ben on aurait eu une compensation des performances beaucoup plus rapide. Voilà, mais bon. Bref, c'est bien parce que tu fais la transition, parce qu'on va donc passer de Renault à Honda et évoquer McLaren. 22 mai 1966, premier Grand Prix pour McLaren. 29 mai 2016, 50 ans plus tard. Allez, on pourrait presque dire un beau Grand Prix. Oui, on peut le dire. Peut-être pas quand on s'appelle McLaren et qu'on a gagné autant de Grands Prix, qu'on a gagné autant de titres de champion du monde. Mais franchement, ce que fait Fernando Alonso, bravo à lui. Et puis Jenson Button également dans les points. Les 2 voitures dans les points pour fêter l'anniversaire, après tout, c'est pas mal. Même si on est 15 fois vainqueur à Monaco, évidemment, on ne peut pas... Bon, là, il y a eu des circonstances de course également qui ont été compliquées. Mais ça veut dire également qu'on reste une grande équipe chez McLaren, qu'on est capable de gérer une stratégie évolutive. J'aime toujours beaucoup ce mot parce que ça veut dire que rien n'est prévu. Et moi, c'est ce que j'adore en Formule 1 et en sport automobile d'une manière générale, c'est qu'il ne faut pas que tout soit prévu. Il faut justement qu'il y ait de la place pour des erreurs, tant pour les pilotes que pour les stratèges, comme on dit. Et donc, quand tout est écrit, ça n'a aucun intérêt. Tout le monde applique la même stratégie. Là, il fallait réagir. Et donc, Alonso reste un pilote de course de grand niveau. Ça reste un double champion du monde, heureusement. Quant à Button, il ne faut pas le jeter aux orties. Il a eu quelques petits problèmes de frein, lui aussi, notamment en début de course. Il n'arrivait pas à monter en température, mais il est là. Il n'a pas fait d'erreur. Et les 2 champions du monde de chez McLaren Honda ont amené les voitures dans les points. Oui, comme tu dis, c'est pas, on va s'en contenter. C'est pas suffisant, mais on est sur le bon chemin. Et là aussi, je vais dire la même chose que pour Renault. Si on n'avait pas ces problèmes de jetons, etc., et que chez Honda, on pouvait travailler de manière libre, eh bien, probablement qu'on aurait compensé depuis longtemps le handicap par rapport à Mercedes. Voilà, je l'ai dit. Bravo Jean-Luc, il faut toujours le dire. Alors, on va rester toujours dans ce Grand Prix. Allez, on va être peut-être un peu long aujourd'hui, mais on a quand même 1 ou 2 petits trucs encore à voir. Moi, j'ai envie qu'on parle de Sergio Pérez et d'une façon plus globale de Force India, puisque le 100e Grand Prix également de Nico Hülkenberg s'est soldé par un beau résultat dans les points. Il vient chipper la 6e place à Nico Rosberg, mais sur la ligne, sur le passage du damier. Et un très bon, donc je le répète, Sergio Pérez. Alors, Sergio Pérez, c'est vraiment formidable. Écoute, ce jeune Mexicain, là aussi, qu'on a parfois porté au pinacle un peu tôt. Après, on a dit, finalement, il n'est pas si bon que ça. Il est surtout soutenu par Carlos Slim, il faut le rappeler. Mais quand même, il est là, dans un Grand Prix difficile à ce point, compliqué en stratégie, avec une tension, tout le monde l'a dit, extrême. Les pilotes ont fini au plan moral et mental morts. Fallait pas sortir de la trajectoire. Là, avec une modeste Force India, Mercedes certes, mais il fait un boulot remarquable. Et on l'a dit, à Monaco, le travail du pilote redevient plus important que le travail de la machine. Donc on peut s'en réjouir, surtout qu'Hülkenberg est un calibre, vainqueur du monde l'an dernier, on le répète une nouvelle fois, et comme tu dis, il arrache la 6e place à Nico qui n'y était pas. Alors lui, pour le coup, Nico Rosberg, où était-il? On ne l'a pas vraiment trouvé à Monaco. Bon, c'est de la vie. Ça peut arriver, il était chez lui, parce que vous savez qu'il habite là-bas. Bon, alors, il a sauvé les meubles, il a pris quelques points. Oui, il a pris quelques points. En tout cas, ce qui est génial, c'est que c'est relancé complètement au niveau du championnat, à 2 titres. D'abord parce que l'écart de points entre Rosberg et Hamilton s'est réduit, et puis parce qu'on ne peut pas désormais négliger le fait que Red Bull est revenu dans la partie. Absolument. Surtout au moment où Ferrari est un
petit peu décevant. Alors, on va oui. dire que Ferrari plus Williams, ça n'a pas été génial. Oui, quand même, ce alors bon, week-end. Williams, vraiment, là, ils À étaient l'arrêt, nulle part. bah, À l'arrêt, là, voilà. Williams, on les a pas vus. Je sais pas ce qui se passe chez eux, mais il y a un problème. Ferrari, je mettrais, si tu le veux bien, un petit bémol, parce que pareil, la stratégie, j'aurais aimé voir Vettel revenir dans Oui, le coup on est sur la d'accord. fin, et je pensais qu'avec la monte pneumatique également, avec les pneus jaunes, hein, ils avaient une capacité à revenir avec les softs, qui était le bon choix stratégique, de mon point de vue avant, mais je suis comme tout le monde. En cours de Grand Prix, je me suis dit, ça, c'est pas mal joué. Probablement, les ultra softs vont s'effondrer et peut-être même les super softs. Eh ben non, Bah non. on en revient à ce qu'on a dit. On arrive à faire Ça- plus de 30 tours ça, c'est un drame avec des absolu. ultra softs et des super softs. Et ça, c'est un vrai problème. Je suis navré de le dire à Pirelli. Mais là, la différenciation entre les pneumatiques n'est toujours pas assez importante et les pilotes s'en plaignent. Un vrai ultra soft, eh ben, il doit s'effondrer en 5 tours. Et voilà, c'est comme ça, on le sait. C'est un pneu de qualif en quelque sorte. Et bon, et un pneu super soft, bah, il s'effondre en 15 tours. On ne fait pas 30 tours à un rythme comme ça. Et ben, dans la mesure où on a fait des pneus un petit peu en bois quand même, et ben forcément on a ces résultats-là. Voilà. On rappelle que déjà lors des essais libres et des qualifications, on avait compris que l'Ultrasoft n'avait l'Ultrasoft que de nom, puisqu'il fallait les faire chauffer sur 2 tours avant de pouvoir faire un Et le chrono. prochain, c'est quoi? C'est l'ultra super soft. Ah, non, mais L'Ultra c'est Super bon. Soft qui va peut-être arriver, on ne sait jamais, au Canada. Parce qu'au Canada, on reste Oui. sur la même Oui. proposition pneumatique de Ça a la même Pirelli. couleur, mais est-ce que c'est la même gomme noire dedans? Voilà. Va savoir. Voilà, ben voilà, c'est sur cette question que l'on va se quitter. Merci Oui. Jean-Luc, C'était parce un plaisir. qu'on rappelle quand même qu'on a vécu un bon Grand Prix, que le Oui. championnat est relancé et qu'on aimerait bien en voir des comme ça. à Et chaque qu'on se fois. retrouve au Canada, Et qu'on se circuit retrouve Gilles Villeneuve, où il se passe voilà, toujours des où il choses se passe également. toujours quelque chose. On adore ce circuit. Merci. Salut. Jean-Luc. Salut.